Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le président tunisien a décidé de ne pas ratifier le code électoral. Il affirme ainsi son refus de valider le texte controversé dont le principal effet sera d'exclure une partie des candidats des scrutins législatifs et présidentiels du 6 octobre et du 17 novembre prochain. Le sport pour adoucir les mœurs au Soudan du Sud. Dans un contexte de conflit armé depuis 2013, les jeunes de la capitale Djouba organisent de grands championnats de football intercommunautaires afin de véhiculer un message de paix et de cohésion. Et puis, face à l'insécurité engendrée par la violence des gangs dans la ville du Cap en Afrique du Sud, les communautés s'organisent tant bien que mal pour se protéger. C'est dans ce contexte que le projet Bus à pied est né pour escorter les enfants des quartiers du Cap en sécurité à l'école. Les Tunisiens devront bientôt se rendre aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement. Le dépôt des candidatures aux élections législatives s'est ouvert ce lundi 22 juillet. Des élections qui interviennent dans un climat politique tendu puisque le président Béji Caïd Essebsi a refusé de ratifier l'amendement sur la loi électorale voté par l'Assemblée le 18 juin 2019. Kamesh Katapoulé. Le dépôt des candidatures aux élections législatives a débuté ce lundi 22 juillet en Tunisie. Des élections qui prennent la forme d'un imbroglio politique puisque le président Béji Caïd Essebsi n'a pas ratifié l'amendement sur la loi électorale votée par l'Assemblée le 18 juin 2019. Un refus annoncé par son conseiller politique Nourdine Bentisha en justifiant que le chef de l'État refusait la logique de l'exclusion et les amendements taillés sur mesure pour certaines parties. Je pense que cette décision montre que le président est aussi capable de réagir et de s'opposer en tout cas à une décision incompréhensible. En tout cas, c'est une véritable menace en direction de la démocratie, la jeune démocratie tunisienne. L'amendement de cette loi électorale établit de nouvelles règles, le contrôle de la publicité politique, des dons de personnes morales privées ou publiques, ou encore l'interdiction d'un financement étranger et la distribution d'aide aux citoyens tunisiens. Une modification destinée selon certains observateurs à évincer les favoris, à l'instar du patron de la chaîne Esma Nabil Karoui, de la mécène Olfa Terras Rambourg ou encore de la présidente du Parti d'Estouriens Libres, Abir Moussi. Il y a des délais, il y a des dates, un calendrier pour les élections et je pense que, sauf crise majeure, il n'y a rien qui empêcherait le calendrier de se déployer et de se mettre en place. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi devrait s'exprimer dans les prochains jours sur les raisons de sa position. Son discours pourrait clarifier la situation politique avant les élections législatives prévues le 6 octobre 2019. Le général Oumarou Namata Gazama, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre du Niger, a été nommé nouveau commandant de la force anti-djihadiste du G5 Sahel ce mardi 23 juillet. Il succède ainsi au général mauritanien Anena Oudsidi, en poste depuis juillet 2018. Très apprécié de ces hommes, nombreux sont les officiers nigériens qui pensent qu'il sera redynamisé le G5 Sahel. Le gouvernement camerounais en croisade contre les emplois fictifs. Selon le ministère des Finances, près de 10 000 agents publics fictifs ont été rayés des listes de l'État, une mesure qui entre dans le cadre du comptage physique du personnel lancé en avril 2018. La suppression de ces emplois fictifs qui faisaient gonfler la masse salariale permettra au Trésor public de faire une économie annuelle de 30 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Nelly Ebessa. Au Cameroun, l'opération de comptage physique des personnels de l'État, lancée en 2018, a permis de débusquer près de 10 000 agents fictifs et de les rayer des listes de l'État. Une exclusion massive des bordereaux de paiement nécessaires dans le fichier solde qui permet également au Trésor public de réaliser une économie annuelle de près de 30 milliards de francs CFA. Le tout n'est pas d'enlever les fonctionnaires fictifs. Il faut qu'il y ait une véritable stratégie de la ressource humaine publique. Et ça ne peut pas être la compétence du seul ministère des Finances qui, lui, ne fait que payer. Ça doit être une procédure complète qui part du ministère de la fonction publique, le ministère du Travail qui gère les agents publics, le ministère des Finances et le ministère de l'Économie qui ont la vision complète du gouvernement. La traque aux fraudeurs, mise sur pied dans le cadre du processus de rationalisation de la dépense salariale, avait déjà permis en juillet 2018 d'identifier près de 44 000 fonctionnaires présumés fictifs ou décédés et dont les salaires étaient perçus par des tiers. Le cadre de la mise en disponibilité permettait à des gens de pouvoir ne pas être à leur poste de travail et prétexter qu'ils sont en train de suivre des formations
tout en continuant de toucher leur salaire. Le manque de suivi dans la gestion de la solde et de la présence effective a fait que des gens pouvaient partir de leur poste de travail et continuer de percevoir leur salaire. Pour 2019, les salaires, primes, pensions et autres avantages du service public devraient constituer une masse salariale de 1058 milliards de francs CFA, en hausse de 3,32% par rapport à 2018. En rappel, le dénombrement physique des fonctionnaires en cours fait suite à une instruction présidentielle de 2018 au moment où la masse salariale tournait autour de pratiquement 1000 milliards de francs CFA, soit 35,6% des recettes fiscales, un taux au-dessus du ratio de la zone CEMAC. La langue anglaise va-t-elle passer devant le français comme première langue étrangère dans l'enseignement en Algérie? C'est du moins ce que laisse penser le ministre de l'Enseignement supérieur algérien Bouzid Tayeb. Le 21 juillet, il a demandé aux recteurs de toutes les facultés algériennes d'utiliser uniquement l'arabe et l'anglais dans les en-têtes des correspondances et documents officiels. Selon le ministre, cette mesure vise à améliorer la visibilité des activités académiques et scientifiques des universités algériennes. Le 8 juillet dernier, le même ministre Bouzid Tayeb a déclaré œuvrer pour la mise en place de mécanismes nécessaires dans le cadre des commissions pédagogiques des universités afin de consolider l'utilisation de l'anglais dans la recherche, arguant que la langue anglaise était la langue des filières internationales et celle des revues scientifiques. Le sport comme outil de promotion de la paix et de la cohésion, un canal que des jeunes Sud-Soudanais de Djouba, la capitale, ont décidé d'utiliser via l'organisation de championnats de football. Le Soudan du Sud, qui est confronté à une guerre civile depuis 2013, ce projet bénéficie notamment de l'aide des casques bleus de la mission de l'ONU en place dans le pays. Corinne Kamse. Devant un public attentif, ces jeunes sportifs sud-soudanais s'adonnent à leur passion, le football. Un moyen comme tant d'autres de promouvoir la paix dans un pays qui essaye de se relever après 5 années de conflit. Les jeunes s'autorisent désormais à rêver de lendemains plus gais et dans le cas précis, il pourrait s'agir de grands championnats intercommunautaires. Nous allons organiser beaucoup de compétitions de football avec différentes communautés. Nous allons aussi faire des entraînements. Vous savez, au cours d'un match, les gens sont rassemblés et interagissent. Nous allons organiser des matchs et ce terrain est le choix idéal. Le terrain de football aménagé est l'œuvre de soldats thaïlandais et népalais de la mission onusienne en place dans le pays. Ils ont également offert des équipements pour donner une touche professionnelle à ce championnat dit de la paix. Le sport est un facteur positif dans la société, surtout au regard de la situation de notre pays, le Soudan du Sud. Le sport permet de rassembler les gens qui étaient dispersés avant. Le sport permet la réconciliation. Aussi, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà une équipe de foot intéressante. La signature d'un accord de paix en septembre 2018 entre les différents protagonistes du conflit qui date de 2013 devrait aboutir à une paix durable dans ce jeune État. En attendant ce dénouement politique, la jeunesse sud-soudanaise se sert du sport comme facteur de réconciliation. Au vu de la recrudescence de la violence des gangs dans la ville du Cap en Afrique du Sud, les populations qui font face à une insécurité constante ont décidé de se protéger tant bien que mal. C'est ainsi qu'est né le projet Bus à pied il y a 3 ans. Tous les matins, des parents dénommés conducteurs adultes se regroupent afin d'escorter les enfants des quartiers de la ville à l'école. Philomentine. Les quartiers de Cape Town en Afrique du Sud connaissent souvent des scènes de violence et de criminalité liées à des gangs. Au vu de cette situation d'insécurité, les membres de la communauté ont créé une initiative baptisée Projet de bus à pied. Elle consiste à escorter les écoliers des quartiers tous les matins en réaction au taux de criminalité élevé et à la violence liée à ces gangs. Ils se font agresser par des gangsters, ils se font voler leur téléphone. Mais les bus pédestres de nos enfants sont toujours là pour les aider. De nombreux cas ont été signalés au service de police sud-africaine à cause de ces vols. Mais ils ont fait un travail formidable jusqu'à présent. Ils ont vraiment secouru ces enfants. Ils aident les enfants et sont là pour les accompagner, les escortent jusqu'à des endroits sûrs. Pour restaurer la sécurité dans les quartiers de Cape Town, des mesures ont été prises par les autorités. À cet effet, des bénévoles de l'autobus pédestre ont été répartis dans diverses municipalités, sans oublier le déploiement récent des forces de l'ordre pour patrouiller dans les zones à risque. La criminalité est très élevée dans notre région. Nous nous sommes habitués à voir des gens se faire tirer dessus dans notre communauté et nous apprenons l'habitude de voir des gens qui ont été abattus couchés dans la rue.
Maintenant, les coordinateurs de projets d'autobus pédestres s'arrangent à ce que les enfants n'aillent pas là-bas, qu'ils n'aillent pas regarder, qu'ils ne voient pas ces scénarios. Le projet de bus à pied s'est étendu à 95 zones autour de la ville de Cape Town et d'autres zones sont prévues dans les mois à venir. Toutefois, il souffre d'un manque de ressources financières. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.